bouge lorsque des forces sont appliquées sur un système. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait les mesures en biomécanique? Eh bien, ça remonte hein, dès la fin des années 1800 où on a mis des repères visuels hein, sur des personnes et pris des photos séquentielles, ce qu'on appellerait des vidéos aujourd'hui. Donc, même si les techniques se sont raffinées dans les années subséquentes, le fondement même reste le même. Hein. Donc, on met encore des marqueurs sur les gens aujourd'hui. Quoique les marqueurs sont un peu plus perfectionnés, on peut utiliser notamment des centrales inertielles qui vont donner également leur orientation dans l'espace. Et on a ajouté aussi d'autres nouvelles technologies, notamment l'utilisation, par exemple, de l'électromyographie qui va aller mesurer les patrons d'activation musculaire. Donc, toutes ces données-là, hein, elles sont assez hétérogènes. Il y a un seul point en commun ou il y a un point majeur en commun qui les réunit, ben, c'est le mouvement et c'est ça sur quoi on va travailler en biomécanique. Ça va être la partie du mouvement qui va faire le lien entre toute l'hétérogénéité de ces données-là. Donc, qu'est-ce que signifie bio-RBD? Eh bien, le bio, ben, c'est pour biomécanique, hein, l'application de la physique au vivant. Et le RBD tient pour Rigid Body Dynamics, donc la dynamique par corps rigide ou des corps non déformables. Essentiellement, on représente RBD ou les corps rigides comme la partie squelettique du corps sur lesquels on va ajouter des choses d'interaction, donc les forces musculaires et des marqueurs qui vont se déplacer dans l'environnement. Donc, la philosophie de Bayer-BD, elle est essentiellement basée sur la partie de la physique de la chose, hein, sur la mécanique de la chose. Et donc, on va avoir deux flux d'analyse. Donc, le premier sera le flux direct. On partira de la cause, donc notamment les muscles, par exemple, pour aller vers l'effet, donc la position d'un membre dans l'espace. Donc, c'est le flux direct parce que c'est ce qui nous permet, à partir des forces, de trouver les accélérations. Et inversement, donc le flux inverse partira du mouvement et retrouvera la cause. Donc, dans le schéma qui est indiqué ici, donc la partie patron musculaire vers cinématique du corps et inverse, eh bien, la boîte noire qui apparaît à cet endroit-là, c'est là que Bayer-BD se trouve. Donc, on va pouvoir, grâce à cette librairie-là, obtenir tout ce qui se trouve en bout de chaîne, donc à la cinématique, mais également tous les calculs intermédiaires qui vont être utiles pour les personnes. Euh, donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Eh bien, on va déterminer nos corps rigides comme étant le squelette. Bon, c'est une approximation, évidemment. Hein, le squelette n'est pas un corps rigide, mais avec les forces et accélérations sur lesquelles on travaille, c'est une approximation suffisante. On va déclarer tous ces paramètres inertiels. Donc, vous allez créer votre propre modèle. Dans ce cas-ci, c'est un cas relativement simple où on prend un cylindre, mais on pourrait imaginer que c'est un fémur, par exemple. On va lui donner des propriétés de mouvement, donc des translations. Il peut se mouvoir vers l'avant, vers le haut, tourner sur lui-même. Il va avoir une masse, une position pour sa masse, etc. Et entre ces deux segments-là, pourra avoir certaines articulations, donc qui va permettre une certaine quantité de mouvement entre les deux segments. Donc, dans l'univers mathématique, les séquences d'angles, c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien selon le contexte. Et donc, Bayer-BD va offrir la possibilité de représenter les rotations par d'autres systèmes, notamment l'utilisation des quaternions, et va aussi permettre de passer facilement d'un système à l'autre par un ensemble de fonctions. Ensuite, surtout ce corps rigide-là, donc c'est toute l'essence de Bayer-BD, en fait, par-dessus ces corps rigides-là, va avoir toute la partie qu'on pourrait appeler les éléments subordonnés, donc notamment des repères cutanés, donc les marqueurs qu'on parlait tout à l'heure, des centrales inertielles, des muscles. L'idée étant que maintenant qu'on est capable de modéliser ce qui se passe au centre, on est intéressé par ce qui se passe à chacun des deux bouts
du flow d'analyse. Et donc, en déclarant, par exemple, un muscle, eh bien, on pourra dire, OK, il est attaché à cet endroit-ci, à cet autre endroit-là, et avec certaines propriétés-là. Et BioRBD pourra vous donner tous les éléments nécessaires là, pour vous permettre de calculer des forces musculaires et ses effets. Donc, BioRBD tire profit de tout l'état de l'art en termes de programmation, notamment par l'utilisation de la Rigid Body Dynamics Library, qui est un peu le corps là, surtout historiquement, là, c'est de là qu'est parti BioRBD. Donc, on a pris la géométrie spatiale de Royce Featherstone, qui est réputé pour être très, très efficace par ses algorithmes, et on a essayé de l'améliorer ou de prendre les bonnes choses de cette affaire-là et de l'appliquer à la biomécanique. Donc, RBDL est à la base une librairie dédiée pour la robotique, et donc on a pris ces éléments-là et on l'a déplacé vers la biomécanique. Elle est écrite en C++ avec la librairie d'analyse Eigen qui assure une grande rapidité. Par contre, une des problématiques, c'est qu'en biomécanique, on se retrouve souvent en fait dans des situations où on a besoin d'avoir des dérivés de nos choses parce qu'on est dans des contextes d'optimisation. Et c'est pour ça qu'on a modifié RBDL afin de lui permettre d'utiliser la librairie de différenciation automatique Cassady. Donc, qu'est-ce que c'est Cassady ou de la différenciation automatique? Eh bien, c'est une façon de prendre un code source et de différencier ce code source-là plutôt que de différencier les équations associées au code source. Donc, par exemple, si vous avez implémenté une équation en particulier, mais que celle-ci, elle est difficile à dériver, ben, vous pouvez utiliser Cassady qui va vous permettre de façon très efficace et facile, en fait, de dériver le tout. Et donc, c'est ce qu'on a implémenté pour faciliter l'utilisation de RBDL à l'intérieur de BioRBD. Bon, il y a d'autres librairies qui sont utilisées pour assurer la qualité de la chose. Le problème avec tout ça, c'est que c'est écrit en C++, donc c'est un langage extrêmement performant. Par contre, ça vient avec ses difficultés. On pense notamment à la difficulté de l'utilisation du langage lui-même et de sa très petite flexibilité. Donc, question de faciliter l'incorporation naturelle dans le workflow des travailleurs ou des scientifiques. On a interfacé BioRBD avec MATLAB et Python, qui sont les deux langages de programmation probablement les plus utilisés en biomécanique. Donc, une grande couverture du code, elle est faite à l'intérieur de BioRBD pour pouvoir permettre une utilisation quasi maximale là, des fonctions de l'un et l'autre. Donc, quelqu'un qui se sent l'âme aventurier peut travailler directement en C++, mais sinon, les utilisations des interfaces fonctionnent vraiment très, très bien. Donc, où est-ce qu'on veut aller avec tout ça? Donc, dans les prochains mois et semaines, l'idée est d'avoir maintenant que le corps fonctionne bien, ce serait d'avoir un meilleur générateur de fichiers de modèles. Donc, actuellement, les fichiers de modèles doivent être écrits entièrement à la main. Donc, ce serait bien d'avoir un générateur de ce fichier-là sur lequel on pourrait le nourrir avec des fichiers de calibration. Donc, je pense notamment à l'utilisation d'algorithmes tels SCORE et SARA qui permettent de trouver des centres articulaires de façon efficace. Donc, d'avoir des façons de faire qui permettent de bien calibrer les modèles et de bien produire les modèles. Aussi, un des logiciels qui est correspondant avec BioRBD, c'est évidemment OpenSim. Si vous êtes en biomécanique, vous connaissez certainement ce logiciel-là. Eh bien, puisqu'on veut travailler de concert un peu avec OpenSim, ce serait bien aussi d'avoir un module de lecture des fichiers OpenSim pour permettre de pouvoir passer d'un logiciel à l'autre sans difficulté. Une autre idée là, qui va être qui est sur les plans dans les prochaines semaines et mois, c'est la mise à l'échelle des différents modèles. Donc, le premier défi, c'est les modèles squelettiques. Donc, ajuster les modèles squelettiques a la difficulté où il faut changer les masses, les matrices d'inertie, les dimensions, et ce, de façon la plupart du temps non homogène. Donc, ça peut être des difficultés additionnelles, mais particulièrement la mise à l'échelle de tout ce qui est musculaire, car il faut également ajuster là, toutes les parties des configurations des muscles faites à partir d'un template.
Donc ça, c'est vraiment ce vers quoi on imagine aller dans les prochains temps pour BioRBD. Donc, un petit exemple d'utilisation vraiment tout court. Vous voulez vous lancer dans ByRBD, si vous décidez de l'installer, tout ça peut se faire avec une seule ligne de commande si vous avez Conda d'installer. Conda install ByRBD. Vous voyez peut-être ByRBD Viz à l'écran. L'idée étant que si vous souhaitez avoir ByRBD, on vous suggère fortement d'avoir le visualisateur en même temps parce que c'est bien. C'est facile de l'utiliser sur toutes les plateformes, donc Windows, Linux et Mac. À noter par contre que actuellement, Casadi n'étant pas compilable ou presque pas compilable sous Windows, on n'a pas le back-end Casadi qui est distribué facilement. Il est possible de le faire par vous-même, mais la distribution facile, elle est moins faite. La première analyse qu'on pourrait regarder, c'est l'utilisation d'un fil de Kalman qui permet de, à partir d'un geste produit, donc dans ce cas-ci, ce sera taper dans les mains, à partir de ce geste-là, eh bien, de simplement retrouver quels étaient les angles articulaires qui ont généré le geste mesuré. Donc, de façon très simple, si vous faites du Python, vous reconnaissez le premier bloc ici qui correspond simplement à de l'import. Donc, on peut passer ceci très rapidement. Ici, on charge le modèle et on charge de la façon que vous voulez. Pardon, on charge de la façon que vous voulez les données. Donc, ça peut être par l'utilisation, par exemple, de Easy C3D ou de PyOmeca. On aura l'occasion d'en reparler avec Romain plus tard. Et finalement, avec ces deux simples lignes, vous pouvez reconstruire tout le mouvement, donc retrouver l'ensemble des coordonnées généralisées ou on pourrait appeler les angles articulaires à travers le temps. Donc, voici le code entier pour faire de la reconstruction cinématique qui utilise le fil de Kalman. Une fois ceci fait, eh bien, on veut quand même voir le geste, donc on peut importer tout ce qui est nécessaire via le visualisateur et lancer l'animation. Donc, voici BioMecaman qui nous applaudit d'avoir réussi à bien reconstruire la gestuelle. Maintenant, quelque chose de peut-être un peu plus compliqué. Si on s'intéresse à un module de contrôle optimal qu'on est en train de développer avec mon équipe au laboratoire, qu'on a appelé ByRBD eh bien, l'idée étant de prendre les outils de ByRBD et les mettre dans un contexte particulier, en fait, celui du contrôle optimal. Avec un cadre de développement qui sera minimaliste, l'idée étant de la même façon que le Kalman était court, de faire le tout en quelques lignes de façon intuitive, mais surtout de façon efficace. Et c'est là où Casadi est rentré en jeu, parce que dans un contexte d'optimisation intense comme celui-ci, avoir des dérivés, c'est quelque chose de non négligeable. Donc, en rappel, qu'est-ce que c'est le contrôle optimal? C'est simplement de trouver un ensemble de gestuels, soit par des patrons musculaires ou des patrons articulaires, qui vont donner un ensemble, qui vont respecter un ensemble de consignes. Donc, ça pourrait être sauter le plus haut possible sans se rentrer le bras dans le corps, par exemple. Un contexte sur lequel on va appliquer la chose ce matin, c'est l'utilisation de la technologie de réadaptation. Donc, on pourrait penser à de l'excitation musculaire faite lorsqu'on veut faire du bicycle à bras par de la functional excitation. L'idée étant de trouver comment est-ce qu'on doit exciter les muscles pour que la personne réalise le geste si elle n'est pas capable de le faire elle-même. Donc, ce serait une application, notamment en temps réel, de réadaptation. Donc, encore une fois, on fait les imports. Donc, cette partie-ci, elle est facile à passer. Ici, c'est encore une fois juste de la préparation. La partie importante est peut-être le fait que le geste durera notamment une demi-seconde dans ce cas-ci. Donc, c'est la dernière ligne que vous voyez à l'écran. L'endroit où ça commence à être intéressant pour regarder, c'est bien cet endroit-ci. Et donc, on choisit en fait simplement quel type de dynamique vous voulez avoir. Donc, la dynamique qui a été choisie dans ce cas-ci, c'est celle qui utilise les activations musculaires. Donc, il y a un ensemble de dynamiques déjà implémentées dans ByRBD. ByRBD Optim, pardon. Une chose que vous pouvez faire, c'est déclarer votre propre dynamique sans avoir à sortir du contexte de Python.
Ensuite, on utilise une transition d'état cyclique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on veut être à un endroit à une certaine vitesse au départ et que ceci soit la même condition à la fin pour que si on regarde le truc en boucle, on n'ait pas de cassure entre le début et la fin. Donc, des états cycliques ont été implémentés également. Ensuite, on déclare nos fonctions objectifs ainsi que nos contraintes. Donc, c'est fait relativement simplement en utilisant des fonctions déjà implémentées dans BuyerBD, notamment, par exemple, ici, le fait d'avoir du contrôle minimum au niveau des muscles. Donc, que les muscles soient le moins activés possible, par exemple. Les contraintes, eh bien, dans ce cas-ci, c'est simplement de suivre le pédalier de la bicyclette. L'idée étant que BuyerBD ne sait pas d'avance qu'on est censé suivre cette chose-là, donc il faut lui dire à l'intérieur de nos contraintes. Donc, voilà. Et puis, dernière chose, il faut simplement donner les limites. Donc, on a des limites articulaires sur lesquelles on ne veut pas que le modèle dépasse. Donc, notamment le fait, par exemple, qu'on ne veut pas que le bras entre à l'intérieur du corps ou que le bras fasse 4 tours sur lui-même. Donc, c'est des choses, c'est des contraintes physiologiques, pour ça comme ça. Donc, c'est l'ensemble du code que vous avez besoin de développer pour réaliser du contrôle optimal. Donc, si vous avez déjà fait du contrôle optimal dans votre vie, j'espère que vous reconnaissez la petitesse du code. Une fois ceci fait, on a simplement à lancer les outils de résolution et avec la simple commande Animate, eh bien, on peut comme vous voyez à l'écran, faire l'animation en utilisant BuyerBDViz. Le graphique que vous voyez à gauche, c'est un graphique qui se met à jour en temps réel durant l'optimisation. Et donc, vous pouvez voir quelle est la stratégie de résolution de votre optimisateur. Donc, dans ce cas-ci, l'optimiseur a été IP-opt, mais on est en train d'interfacer également avec d'autres optimiseurs qui seraient plus spécialisés pour le temps réel. Donc, évidemment, hein, le bicycle n'est pas la seule résolution qu'on peut. L'imagination et surtout le développement mathématique est votre limite. Donc, actuellement, BuyerBD est utilisé, BuyerBD Optim, pardon, est utilisé pour le saut, la synthèse de mouvements de violon, la marche en simulation, mais aussi la marche en reconstruction. Donc, on a des marches qui ont été acquises et on essaie de les reproduire virtuellement. Donc, BuyerBD Optim est utilisé pour ça. Donc, ça peut être pour de la marche saine et pour de la marche pathologique. C'est utilisé également dans un contexte de chaise roulante, gymnastique, et là, comme je vous dis, l'imagination est votre limite. Au niveau de l'analyse des résultats, eh bien, on a que... Oh. Attends, Benjamin, je pense que j'ai quelque chose pour toi ici. Ah, OK. Bon, mais je vais laisser Romain parler de l'analyse des résultats, si ça vous... Donc, Benjamin, je pense que tu pourrais utiliser PyOmeca. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Romain Martinez et aujourd'hui, on va parler d'analyse analyse biomécanique en Python. Donc, avant de vous présenter PyOmeca, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on identifie les besoins pour une analyse biomécanique unifiée. Donc, en biomécanique, les sujets de recherche sont assez variés. Par contre, on peut se rendre compte que les données qu'on utilise sont souvent similaires, c'est-à-dire que c'est des données qui sont multidimensionnelles, comme de la cinématique, de la force ou de l'EMG pour différents participants et différentes conditions. Ce qu'on peut se dire, c'est que le traitement, l'analyse et la visualisation pourraient donc être unifiés dans un seul et même logiciel. Le problème, c'est que les solutions existantes partagent plusieurs limites ou problèmes. Et le premier, c'est qu'elles sont soit basées sur des langages de programmation payants ou elles sont elles-mêmes payantes. Donc ça limite non seulement l'impact, mais aussi l'accès de ces logiciels. Donc si on prend l'exemple, par exemple, de MATLAB, qui est assez populaire dans le monde académique, ce logiciel peut devenir très cher une fois qu'on a gradué. Donc après un calcul rapide ici, la solution qu'on utilise à l'université, la licence académique, me coûterait 23 500 $ canadiens par année pour un usage non académique. Donc, ça peut être assez considérable pour rejoindre une start-up, par exemple.
Le deuxième point, c'est que les solutions n'exploitent pas toujours les labels. Donc, je m'explique. En biomécanique, on utilise des données qui sont multidimensionnelles, comme je vous ai dit. Ce qui est intéressant avec ces données, c'est qu'elles sont évidemment numériques, mais elles sont aussi structurées autour de labels. Donc, si on prend par exemple une matrice de marqueurs, on a souvent 3 dimensions. La première dimension qui sont nos différents axes, donc X, Y, Z. Notre deuxième dimension qui sont le nom de nos marqueurs, 2 dans ce cas-ci, et la troisième dimension qui est le temps. Donc actuellement, si je veux par exemple sélectionner mon axe X et mon deuxième marqueur, ce que j'utiliserai de façon standard en Python ou en MATLAB, c'est ce genre de notation. Et si un autre exemple, si je veux faire une moyenne sur la dimension temporelle, j'utiliserai cette notation. Donc, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette notation, elle n'est pas très descriptive et qu'elle n'utilise pas toutes les informations qu'on a à notre disposition. Enfin, la dernière limite des solutions, c'est qu'elles manquent parfois de convivialité. Donc, par exemple, les données que je vous ai décrites ont parfois des métadatas qui sont associés. Donc, je pense notamment à un identifiant de participant, à la date de l'expérimentation, le groupe ou n'importe quelle note arbitraire. Et c'est parfois difficile d'inclure ces informations dans notre traitement sans se retrouver avec un nom de fichier trop long. Le deuxième point, c'est que la taille de ces données est variable. Donc, elles peuvent aller bien au-delà des capacités de notre ordinateur et on va se retrouver bloqué si on n'a pas les bons outils. Donc, de ces différents besoins est né Pyomeca. Pyomeca est une librairie d'analyse biomécanique que nous avons écrite avec Benjamin et qui permet une analyse simple, logique et concise, on espère. Donc, comment Pyomeca va répondre aux différents besoins qu'on a identifiés? C'est d'abord une solution qui est complètement gratuite. C'est-à-dire que si vous décidez de partager votre code, n'importe qui peut le modifier, l'améliorer ou l'exécuter, quel que soit le milieu social. C'est aussi une solution qui est écrite dans le langage de programmation Python, qui est un langage qui est devenu assez populaire ces dernières années et qui est très en demande sur le marché du travail. Alors, on peut se demander si l'open source, c'est-à-dire le fait d'ouvrir son code publiquement, est une bonne stratégie de recherche. Donc, on peut prendre par exemple le logiciel OpenSim, qui est probablement le logiciel de biomécanique le plus connu, et son créateur, Scott Delp. Donc, si on regarde le nombre de publications et le financement cumulatif des 24 dernières années de notre collègue, on se rend compte de 2 choses. La première, c'est que l'introduction d'OpenSim en 2006 a probablement contribué à cette augmentation quasiment exponentielle de la productivité scientifique. Et le deuxième point, qui est plus une note, c'est que cette augmentation de la productivité est corrélée avec une augmentation du financement. Un financement qui est probablement utilisé pour développer et maintenir ces logiciels. Donc le deuxième point sur lequel on a travaillé avec Pyomeca, c'est le fait d'exploiter les labels que je vous ai décrits précédemment. Donc je vais introduire quelques bouts de code pour motiver mon point. Donc dans ces 2 premières lignes, on fait juste ouvrir un fichier de marqueurs. Et maintenant, comme précédemment, si la méthode classique, si je veux sélectionner mon axe X et mon deuxième marqueur, ce serait d'utiliser ça. Maintenant, nous, ce qu'on propose avec Pyomeca, c'est plutôt d'utiliser directement le nom des labels. Donc pour ça, j'ai 2 façons de le faire. C'est que je dis soit la position de mon axe et de mon marqueur, ou je peux spécifier directement le nom de l'axe et le nom du marqueur. Donc on trouve que cette nomenclature est plus descriptive et qu'elle apporte moins d'erreurs d'interprétation du code. Maintenant, imaginons que je veux faire une moyenne sur la dimension temporelle. Donc la dimension temporelle étant notre troisième dimension décrite ici ou ici. Encore une fois, la méthode classique, je spécifierai simplement la position de ma dimension. Donc dans ce cas-là, c'est la dernière. Et nous, ce qu'on propose avec Pyomeca, c'est encore une fois de spécifier la dimension directement. Donc une notation qu'on trouve plus explicite et plus descriptive. Les marqueurs sont utilisés
pour d'autres tâches aussi, comme les figures. Donc, dans cet exemple, je peux directement spécifier que je veux le temps sur l'axe X, que je veux un marqueur par colonne et que je veux 3 colonnes par ligne. Donc, en une ligne de code, j'ai fait ce que je ferais peut-être en 10 ou plus lignes de code avec des solutions standards comme Python ou MATLAB. Donc évidemment, d'autres types de figures sont disponibles comme des histogrammes, des diagrammes à barres, des heatmaps, etc. Donc PyOmeca gère aussi les métadatas. Donc dans cet exemple-ci, on peut ajouter notre identifiant de participant, notre groupe ou n'importe quelle information que vous désirez. Et ces informations sont désormais intégrées dans notre structure de données ici. Et on peut y accéder directement. Donc, discutons maintenant de performance. Donc, PyOmeca est évidemment optimisé pour le temps de calcul et on obtient des performances qui sont similaires avec des solutions comme NumPy, donc une librairie assez standard en Python, tout simplement parce que PyOmeca est basé sur NumPy. Nous basons aussi PyOmeca sur Xarray, qui est une librairie Python qui offre de nombreux avantages. Un de ces avantages, c'est de proposer une structure de données, les datasets. Ça, c'est une structure qui nous permet de combiner plusieurs essais, par exemple, d'une expérience. Donc ici, j'ai combiné trois essais. Et ça offre deux avantages. Le premier, c'est que je peux réaliser des opérations directement sur le dataset. Donc tout ce que je vous ai décrit précédemment, sélection, calcul et figure. Et le deuxième avantage, c'est que je peux écrire ce fichier dans un format binaire très efficient et je peux maintenant faire du calcul parallèle. Alors, comment je ferai? Dans cet exemple-ci, j'ouvre mon fichier binaire en chunks, c'est-à-dire en sous-groupes. Donc, dans ce cas-ci, c'est des chunks de 100 frames. Et dans ce cas-ci, j'applique une somme. Et ça peut être n'importe quelle opération que vous désirez. Donc, à partir de ces instructions, on va créer un graphe computationnel, c'est-à-dire un plan de calcul qu'on va pouvoir distribuer dans les processeurs de notre ordinateur ou de notre serveur de calcul. Et l'opération est réalisée seulement quand on donne l'instruction compute. Donc ça, c'est les fonctionnalités que je vous ai décrites sont assez généralistes. Cependant, PyOmeca, pour nous, l'avantage premier, c'est évidemment de fournir des fonctionnalités biomécaniques. Donc pour cela, on fournit plusieurs types de structures de données comme des angles, des matrices de rototranslation, des analogues pour travailler avec du fichier du signal EMG ou de force, et des marqueurs. Donc on peut créer ces structures à partir de données aléatoires, à partir d'autres structures, c'est-à-dire qu'on peut passer par exemple d'angles de l'air à des matrices de rototranslation et inversement, et évidemment à partir de fichiers, donc de fichiers CSV, de fichiers Excel et surtout de fichiers C3D. Donc le fichier C3D, on a pu voir des exemples avant, ça c'est le format standard en biomécanique, le plus efficient en fait, et cette lecture est faite grâce à EasyC3D qui est notre librairie de lecture et d'écriture C3D développée par Benjamin, qui est devenue assez populaire puisqu'elle a été intégrée récemment à OpenSim. Donc, félicitations à Benjamin. Une fois qu'on a ces différentes structures, on a accès aussi à des routines communes en biomécanique. Donc, on pense notamment aux filtres, à des routines de traitement du signal comme la détection d'onset, détection de données aberrantes ou FFT, des routines de normalisation, de la manipulation de matrices et enfin de l'écriture de fichiers. Donc, voyons un petit peu ces procédures en action. Comment on ferait pour traiter un signal EMG avec PyOmeca? Donc, on commencerait juste par ouvrir le fichier C3D. Après, on appliquerait un filtre bandpass avec ses paramètres. On centrerait les données, on appliquerait une valeur absolue, on appliquerait un filtre low pass et enfin, on normaliserait. Donc, en 6 lignes de code, on est capable de faire l'extraction et le traitement complet de l'EMG pour l'interpréter par la suite ou faire des statistiques. Donc PyOmeca est aussi utilisé pour
sert de base en fait pour d'autres projets. Donc on a par exemple OpenSim qui est une librairie Python que j'ai écrite pour faire l'interface entre OpenSim et Python. Donc ça nous permet de faire du traitement par lot assez facilement. On a BioRBD Viz qui a été présenté par Benjamin Pluto, qui est le visualiseur Python pour BioRBD. Ici, on a une application que j'ai écrite pour vérifier, étiqueter et classer des données temporelles. Et plus généralement, on a des utilisateurs dans plusieurs pays qui utilisent Biomeca pour la recherche et l'enseignement. Donc, je pense notamment, bon, évidemment, au Canada, à Montréal, notamment quelques membres TransnetTech, aux États-Unis, en Australie, en Suisse et en Norvège. Alors, ces utilisateurs ont peut-être choisi Biomeca parce que c'est une solution qui est sûre. Pourquoi? Parce qu'elle est distribuable. Donc, avec une commande, je suis capable d'installer Biomeca sur n'importe quel ordinateur. C'est une solution qui est modifiable. Le code est disponible sur GitHub pour développement et collaboration. C'est une solution qui est extensivement testée, c'est-à-dire qu'à chaque modification, l'intégralité du code est testée, ainsi que tous les dimanches. Et c'est enfin une solution qui est documentée. Donc, on a de nombreux exemples et on a même un serveur d'essai disponible gratuitement si vous voulez essayer Biomeca sans rien installer. Donc, si on regarde vers le futur, qu'est-ce qu'on aimerait développer dans Biomeca dans les prochains mois, voire les prochaines années? Donc, à court terme, je dirais, on aimerait développer un module pour intégrer une interface avec les centrales inertielles. L'autre point aussi, c'est qu'on est conscient que Biomeca est designé pour des programmeurs. Cependant, on aimerait aussi intégrer des utilisateurs un peu plus cliniques en développant des interfaces graphiques, comme a fait un peu Philippe Dixon avec sa librairie Biomexzoo, qui est une librairie MATLAB pour l'analyse de la marche. Et finalement, le point peut-être le plus important, c'est que nous aimerions former des nouveaux utilisateurs à Biomeca, mais aussi plus généralement à l'écosystème scientifique en Python. Et cela soit par des workshops ou de la documentation. Donc, si on devait résumer ces 15 minutes qu'on a passées ensemble, on peut dire que Biomeca est une librairie gratuite, conviviale et performante qui permet une analyse biomécanique unifiée. Donc, merci beaucoup. J'ai été très heureux de vous présenter Biomeca et j'espère vous compter parmi nos futurs utilisateurs et collaborateurs. Donc, un grand merci à Benjamin et Romain pour leur excellente présentation. Je pense que c'était vraiment très clair. On va passer à la partie questions. Je vais laisser Antoine gérer cette partie. Oui, bonjour à tous. Donc, on a déjà eu plusieurs questions pour Benjamin. Alors, on a un peu débordé, donc la session va être un peu plus courte, mais juste après la présentation de Luigi, il y aura une période de questions ouverte, où là, vous pourrez poser toujours des questions. Je vais commencer avec la question de Sonia Dupré, qui demande à Benjamin s'il existe des exemples en démo pour qu'on puisse s'inspirer quand on débute ou s'il y a des tutoriels que vous fournissez. Oui, évidemment. Donc, l'idée de BioRBD, en fait, c'était de publier le logiciel en question. Et donc, dans le processus de publication, on a eu à monter des exemples, des bons README, des tutoriels et tout. Donc, à l'intérieur du code, donc si vous voyez à l'écran, je suis désolé si vous voyez en noir et tout, c'est mon affichage geek un peu. L'idée étant qu'on a des exemples de dynamique directe, des exemples de dynamique inverse. En fait, tout le flow que je vous ai montré tout à l'heure, on a un exemple qui prend le flow du début jusqu'à la fin, du côté de l'EMG jusqu'à la position des marqueurs. Et on a un exemple du flow inverse, donc qui part de la position des marqueurs et qui remonte via l'optimisation statique jusqu'à l'EMG. Donc, il y a 6 exemples qui sont implémentés et documentés. Et il y a également le README là, sur lequel on a je dirais, l'intégralité des fonctions qui est faite sur comment monter les logiciels et finalement la documentation programmeur là, qui est montée par Deoxygen,
qui est un logiciel de documentation très, très commun en C++. Excellent, merci. Je vais passer ensuite à la question, toujours pour Benjamin, de Alexandre Naïm qui demande est-ce que tu peux repréciser ce que tu entends pour dériver le code source à propos de Cassidy? Alors, si la réponse est longue, peut-être on la fera après, mais si jamais tu as une solution, pas de souci. Bon, évidemment, c'est une réponse longue, mais il y a une réponse courte également. Si on, lorsqu'on fait des équations, en fait, on peut dériver les équations. Lorsqu'on fait du code, on peut dériver carrément le code, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui vont prendre les fonctions, mettons, d'addition, de soustraction et tout, et qui vont avoir des ressources à l'intérieur pour leur permettre de savoir si je veux la dériver par rapport à une certaine variable, qu'est-ce qui se passe si je l'ai additionné avec une autre. Donc, et qui va préparer finalement la dérivée de tout le code comme ça. Ça implique évidemment certaines choses. Par exemple, là, je m'excuse un peu du jargon de programmation, mais si vous déclarez un double, donc une variable avec numéro à virgule, eh bien maintenant, il faut la déclarer Cassady double pour que Cassady sache quoi faire avec cette valeur-là. Mais outre ce petit désagrément qui rend l'utilisation du code peut-être un peu moins facile, ça a ses gros avantages, notamment le fait que les dérivés sont réalisés de façon automatique. Ouais. Ça, c'est assez cool en effet. Donc, on va continuer. Merci pour ta réponse. Je pense que c'est quand même bien détaillé et tout. Donc, c'était parfait. Puis, c'était bref, donc parfait. Félix Chénier demande il a deux questions. J'ai de la difficulté à saisir comment BioRD s'articule avec OpenSim. Est-ce que vous pouvez remplacer OpenSim? Est-ce que vous voulez remplacer OpenSim? Bon, c'est évidemment pas le but, hein, parce que au niveau du financement, OpenSim nous écrase sans l'ombre d'un doute. Je dirais que la réponse peut-être s'articule en deux parties. Donc, premièrement, il y a une raison historique. Donc, on a commencé à travailler avec nos ressources à nous. Et puis, ça s'est adonné avec des ressources efficaces. Mais c'est ce qui m'amène vers la deuxième raison. OpenSim, c'est un système un peu lourd, c'est-à-dire que il est basé sur SimBody qui est utilisé là, notamment pour faire du calcul de chimie et ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment des choses qui sont longues à mettre en place. Et si on aurait voulu implémenter Cassady à l'intérieur de OpenSim, par exemple, ça aurait été quelque chose de particulièrement complexe de pouvoir faire, disons, avaler la pilule à OpenSim. Donc, le fait de pouvoir prendre RBDL, qui est une petite librairie, somme toute, mais qui fait quelque chose très, très bien, eh bien, ça nous permettait d'aller dans cette direction-là. Puis peut-être une deuxième réponse par rapport à ça, c'est le fait que, notamment sur l'optimisation statique, on s'est rendu compte en regardant le code source, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille. Là, je fais partie un petit peu des développeurs d'OpenSim, notamment avec l'implémentation de EasyC3D. Et on s'est rendu compte d'erreurs en fait dans le code parce que les choses ne fonctionnaient pas avec les nôtres. Donc, d'avoir deux logiciels qui permettent de faire des choses similaires, ce n'est pas une mauvaise chose parce que comme ça, on peut contre-vérifier les ressources. Exactement. Et donc, sa deuxième question, c'est est-ce que vous avez un plan de pérennisation de BioRD? C'est-à-dire, est-ce que vous prévoyez de continuer à compiler et distribuer des binaires sur CondaForge à long terme? Tout à fait. C'est hosté donc, sur GitHub. Et donc, GitHub permet de faire a des outils en fait de release qui permet de faire de mettre à jour, mettons, ou de déposer une version en particulier, mettons la version 1.3.3 qui est celle actuelle. Et automatiquement, en fait, CondaForge va détecter qu'il y a une nouvelle version qui a été mise en circulation et automatiquement compiler et distribuer la nouvelle version. Donc, je suis le maintainer, je n'ai pas le terme en français là, pour ça, sur CondaForge sur 7 ou 8 projets différents. Les BioRBD, toutes ces déclinaisons, RBDL, EasyC3D, Cassady, ce genre de choses-là. Donc oui, il y a des choses pérennes qui nous permettent facilement de maintenir à jour sans avoir à passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, merci beaucoup d'ailleurs à ces développeurs là, de CondaForge qui nous permettent de distribuer facilement nos outils comme ça. C'est très, très apprécié ce genre de choses. Excellent. Ben, alors pour les questions qui sont apparues dans le chat, c'est tout pour le moment. Il y en a quelques-unes pour Romain, donc je vais lui poser.
et après on passera à la présentation de Luigi. Oui. Donc, Romain, je vois que tu as déjà un peu répondu dans le chat, mais la question c'était de Alexandre Naïm qui demande est-ce que PyOmeca, en gros, hein, c'est utile pour quelqu'un qui maîtrise déjà NumPy, SciPy et Easy C3D? Ah ouais, c'est une excellente question, Alexandre. En fait, je dirais que PyOmeca est bon, évidemment avantageuse pour les débutants parce que ça simplifie assez le processus de programmation, mais ça peut être aussi utile pour des programmeurs un peu plus aguerris parce que c'est quand même si on prend l'exemple d'ouvrir un fichier, c'est quand même quelque chose qui est relativement standard et générique. Et ça n'a pas vraiment de sens que dans tous les laboratoires, tout le monde réécrive à chaque fois des fonctions pour ouvrir des fichiers. Autant le faire une fois, le faire assez flexible pour que beaucoup de gens l'utilisent et que ça soit assez flexible à leur utilisation. Et donc, c'est ça, c'est un peu motivé par le fait d'éviter de réinventer la roue à chaque fois parce qu'on se rend compte que des étudiants passent des semaines à écrire des fonctions qui sont peut-être pas forcément pertinentes scientifiquement. Des fonctions pour écrire des fichiers, pour faire du traitement du signal. Donc évidemment, il faut quand même comprendre ce qui se passe en dessous. Par exemple, je pense aux filtres, et c'est quand même bon de savoir comment un filtre fonctionne. Mais une fois qu'on a la théorie, PyOmeca abstrait un peu ces détails computationnels et ça simplifie un peu le code. Et ça, c'est intéressant aussi quand, par exemple, on relit le code d'un ancien étudiant ou quand votre directeur relit votre code, ben, c'est plus lisible, on va dire. Le code est plus succinct. Ouais, pourquoi réinventer la roue à chaque fois si c'est à chaque fois la même chose? Romain, j'ai une autre question pour toi qui vient de Johan Merba, qui demande l'envie d'utiliser PyOmeca vers l'IMU est-elle liée à un choix de recherche ou en réponse à un besoin de rapidité du sport de haut niveau, IE, le CH? Alors, d'abord, on ne veut pas orienter PyOmeca vers les centrales inertielles, on veut juste ajouter l'option de l'utiliser. Donc, en fait, ça a été une fonctionnalité qui nous a été demandée plusieurs fois, notamment parce que, ben, évidemment, les centrales inertielles, dans les dernières années, ça a connu quand même une assez bonne popularité. Donc, il y a beaucoup de labos, notamment parce que ça permet en fait des tests terrain. Donc, avoir 18 caméras Vicon, c'est bien, mais c'est quand même assez restrictif dans le type d'expérimentation qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de labos qui commencent à spécialiser dans les centrales inertielles. Et c'est pour ça qu'on se doit en fait de permettre cette intégration-là. Et donc, pour faire le lien peut-être avec le sport de haut niveau, le lien, je dirais, c'est que évidemment, ça nous permet de faire des mesures sur le terrain, donc quelque chose qui est plus réaliste et un peu moins contraignant, on va dire. Merci beaucoup, Romain. Merci